Alors bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver, faire le point donc sur ces marchés actions qui réengagent leur tendance baissière annuelle. Alors annuelle c'est un peu faux, en Europe ça a démarré au début du mois de décembre, aux États-Unis, à Wall Street ça a démarré le 16 décembre dernier lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux. Interruption donc du rebond technique qui avait démarré le 11 février dernier en plein cœur de la double audition de Madame Yellen devant le Congrès des États-Unis. Fin du rebond technique, ce que commençait à suggérer hier l'analyse technique, ce que confirme aujourd'hui donc l'analyse technique, et bien sûr que la clôture de ce soir euh, terminera de confirmer bien sûr des mèches basses de marché et une clôture au plus haut, et forcément on ne serait pas dans ce scénario, mais pour l'instant eh bien ça en prend le chemin avec le pétrole, les banques comme d'habitude qui inquiètent les investisseurs. Alors, bienvenue, vous avez sous les yeux le site d'FXCM et la conférence en ligne de vendredi prochain. Alors vendredi prochain c'est dans 2 jours, le 26 février. Je vous donne le lien vers cette page, je vous invite à vous inscrire. Donc les webinaires habituels n'auront pas lieu vendredi, comme chaque dernier vendredi du mois. Nous recevons des intervenants externes qui viennent partager donc, leur expertise. Entre 9 heures et 11 heures, Antoine Quesada, Luc Vaudan de Boursier Assistance. La différence entre le trading systématique et le trading discrétionnaire. Je serai notamment en duo avec Antoine Quesada, donc un analyste technique reconnu, très méthodologique. Donc voilà, on exposera un peu sa méthode et ses visions de marché. Entre 11 heures et 13 heures, comment piloter son allocation d'actifs en temps réel. Alors là, pour le coup, soyez présents avec Alexandre Guégo et Alix Bacos. L'idée c'est quoi? C'est comment utiliser les données de prix de la plateforme FXCM, vous allez voir c'est très simple, pour faire de l'allocation d'actifs et de la gestion de portefeuille basée sur des corrélations. Vous allez voir, ces deux intervenants vont vous montrer comment prendre les datas de la plateforme, tout charger sur Excel et avec quelque chose de très simple, piloter un portefeuille d'actifs en se basant donc sur des corrélations entre les grandes classes d'actifs. Vous allez voir, c'est hyper bien fait. Donc comment piloter son allocation d'actifs en temps réel, bien sûr en temps réel. Il y aura un lien donc via des macros toutes simples entre Excel et la plateforme pour piloter donc son allocation d'actifs. Entre 13 heures et 14 heures, je reçois Jean-Christophe Ninet, un trader à succès. Alors vous allez voir, c'est épatant. Un trader qui a démultiplié son capital de trading. Je le recevrai avec Tarek Elmari, donc de Crescendo Trading, pour détailler sa méthode. Concrètement, c'est simple. Monsieur Ninet, il va mettre la plateforme MetaTrader 4 en temps réel et il va vous expliquer tous les trades qu'il a pris et pourquoi. Ce sera son compte réel et la façon dont il se projette ensuite, les prochains trades. Par exemple, je sais que il n'a pas manqué, j'exagère un peu, mais un pip de la baisse du GBP Yen depuis tout en haut. Donc voilà, on verra sa méthode. Entre 14 heures et 16 heures, Benoît Fernandez Rioux pour du trading live sur les devises exotiques. Oui, parce que voilà, on parle que de l'euro, de l'USD, etc. Mais sur le Forex, il y a tout un tas de paires croisées, des taux de change exotiques, des stratégies de rollover. Bref, trader en compte propre, Benoît Fernandez Rioux, qui a écrit des livres d'ailleurs, mais qui vit de son trading. Et enfin, Sylvain pour la clôture de la conférence, qui viendra vous présenter et mettre en voie son nouveau guide de trading 2016, d'ailleurs que vous pouvez télécharger dans la section guide de trading du site dailyfx.fr. Je vous la montre tout de suite et on termine l'introduction par ça. Vous êtes donc dans cette section des guides de trading, donc elle a été mise à jour cette section. Vous avez donc ici le nouveau guide de trading 2016, mais vous pouvez aussi encore télécharger le guide du Forex pour les débutants, le guide sur Ishimoku Kinko Iyo, le guide sur les vagues d'Elliott et les ratios de Fibonacci. Bon voilà, il y a tout un tas de guides, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà pour la petite publicité. Et maintenant, avant d'en venir aux indices boursiers et aux stratégies de vente des indices boursiers, notamment du DAX, que vous avez sous les yeux en 15 minutes, un tour sur l'avertissement sur les risques liés au trading, parce qu'il faut bien le montrer. Le voici, donc une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Ok, donc bonjour à tous, vous êtes tous présents, je poste vos premiers commentaires. Et on parle des indices boursiers. Alors, permettez-moi, avant de parler du DAX en intraday, je vous montre deux choses. La première, le fameux SP500.
Ce graphique qui m'intéresse depuis le début de la semaine avec la fameuse résistance des 1950 points qui n'a jamais été dépassée, qui seule était en mesure de transformer le rebond technique en une tendance haussière de court terme, mais le marché n'a pas décidé de la franchir. Tous les traders aux États-Unis regardaient le SP500, le Dow Jones avait lui marginalement franchi la ligne de coup, mais le problème du Dow Jones c'est que ce franchissement était peu significatif, non confirmé par le SP500, prenant la forme d'un biseau ascendant avec une divergence baissière standard en H4. En l'état, il y avait quand même des signaux techniques qui permettaient de douter de l'accélération du dos. Le SP500 donne hier une réponse intéressante, rejet sous les 1950 points. En données journalières et en appliquant donc les structures en chandelier japonais bien connues, on a une formation en avalement baissier qui est en train d'être confirmée. Reste maintenant à briser le support des 1900 points pour pouvoir affirmer que le rebond technique est définitivement terminé et surtout que le S&P 500 retombera en direction de son support majeur à 1810 points. Donc c'est quand même bien parti pour le scénario bearish. Maintenant il faut briser les 1901 points ce soir à la clôture du S&P 500. En Europe, la situation technique est très similaire, sauf que l'approche prix momentum permettait d'ores et déjà, dès le début de la semaine, d'envisager un échec. On a donc ici le CAC et l'Eurostoxx 50. Ces deux marchés étaient dans une configuration de divergence baissière cachée, donc bien visible ici lorsque vous comparez les chandeliers journaliers avec le RSI journalier, ici sur l'Eurostoxx 50. Le marché finalement ne quitte pas le canal baissier en place depuis le 3 décembre. Alors vous allez me dire, la séance elle n'est pas terminée, hein. Imaginez que ce soir qu'on clôture au plus haut, on est d'accord, c'est pas terminé. Mais tout de même, on a hier donc cette structure en deux chandeliers qui d'une part ne confirme pas l'accélération du 22 février et qui d'autre part porte, alors c'est pas réellement une couverture en nuage noir, il aurait fallu quand même accélérer davantage, mais au final il y a l'esprit. Alors maintenant, il y a ces deux niveaux décisifs qui m'intéressent, les 2838 de l'Eurostoxx 50 et les 1901 points du S&P 500. Des niveaux, autant vous dire que s'ils sont emportés ce soir en clôture journalière, c'est terminé et on reviendra chercher les plus bas du 11 février dernier. Ça c'est pour l'analyse swing. Maintenant en intraday, le DAX en 15 minutes. Voici donc ce que je vous avais proposé hier, de vendre le DAX tant qu'il était sous les 9550 pour viser 94,50. Le marché a ensuite brisé cette ligne de tendance haussière, donnant un nouveau signal de vente, formant ensuite un range au-dessus des 9400 points, donnant un nouveau signal de vente ce matin à 9 h en brisant les 9400 points, permettant de viser 93,18, un niveau de support important qui correspondait à la ligne de tendance haussière en place depuis le 11 février. Pardon. Cette ligne de tendance haussière en place depuis le 11 février, elle est importante parce que c'est la ligne de tendance haussière du rebond technique, parce qu'il a démarré le 11 février, donc voilà. Et elle est brisée. Donc, maintenant, les perspectives, elles sont clairement pour davantage de correction du DAX. On a une nouvelle résistance solide à 95 à 93,18. Alors quels sont les prochains seuils que l'on peut viser sur le DAX? J'en ai un premier à 92,01, donc 1200 points. Ensuite, prochaine cible sur le DAX 91,36. Et enfin, un gros niveau à 90,78. Donc désormais, en 15 minutes, tant que le DAX se maintient sous les 93,18, et en 15 minutes j'ai l'impression qu'on forme un petit range et on devrait bientôt en sortir par le bas, ben je vous propose ces objectifs sous 48 heures on va dire. Donc 92,01, 91,36 et 90,78 ici sur le GR30. Alors bien sûr tout ça vaut pour l'intraday aussi du CAC et de l'Eurostoxx 50. Mais voilà, le DAX est quand même assez propre. Alors là, qu'est-ce qu'on fait en 15 minutes? Bon, on fait un micro-range, l'impression qu'on va quand même en sortir par le bas. Forcément, aujourd'hui, vous avez aussi un redémarrage de toutes les valeurs refuges. Ces mêmes valeurs refuges qui n'avaient pas baissé dans le rebond technique des marchés actions. C'est ça que j'avais noté hier. Dans les 10% de rebond technique des marchés actions, le Bund n'a pas baissé, l'once d'or a fait un range, et le yen, alors lui, pire, le yen a continué de s'apprécier alors que les marchés actions rebondissaient. En l'état, tous ces capitaux qui avaient quitté les actions pour se diriger en partie, bien sûr, partiellement, vers des valeurs refuges, n'ont pas quitté les valeurs refuges
dans la reprise des marchés actions. Ce qui permettait de statuer sur la reprise haussière, et ce statut c'était celle du rebond technique. Alors forcément, rebond technique, ça participe à la construction d'une tendance baissière. C'est ce qu'on trouve ici donc sur l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 en H4, divergence baissière standard, on fait un double top sous les 2940. Clairement, l'Eurostoxx 50 il teste les fameux 2838. S'il les brise, bon bah là c'est carrément pour revenir en direction des récents plus bas. Donc la situation, la configuration technique de ces marchés actions, elle est à nouveau baissière. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut étudier le palmarès du CAC 40 pour voir si la séance a un profil d'aversion au risque. Alors, écoutez, sans surprise, les 5 plus fortes baisses du CAC, Lafarge, Holcim, les métaux industriels, Crédit Agricole, les valeurs bancaires, ArcelorMittal, les métaux industriels, Valeo et Renault, l'industrie. Le fameux trio bancaire, valeurs industrielles, valeurs des matières premières, qui sont les 3 secteurs qui portent la tendance baissière depuis le début du mois de décembre, sont à nouveau les titres les plus vendus. Donc, on a là, du point de vue de la hiérarchie sectorielle, un nouveau signal en faveur de la reprise de la tendance baissière sur les marchés actions. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer sur ces marchés actions. Je peux vous montrer le FTSE bien sûr, Lucas 100. Alors là, lui c'est fait. Alors sans surprise, c'est un indice très pondéré en valeur des matières premières et surtout bancaires. D'ailleurs, on peut envisager que les banques britanniques ont largement financé les projets matières premières industrielles, notamment les créances pétrole et gaz. Double top sur Lucas 100, double top sous les 6000 points, vraiment propre. Voilà, donc on avait cette structure en données journalières sur la bourse de Londres. Alors bien sûr qu'on peut aussi ajouter à cela la perspective du Brexit, etc. Mais en tout cas, la bourse de Londres là sous-performe, puisque elle a vraiment, elle active un double top. Donc on a ici la ligne de coup de ce double top. Donc Lucas 100, écoutez, je pense que on devrait se replier en direction de ce cours de clôture à 5720 points. Donc là, en 15 minutes, c'est intéressant ce que fait le DAX, il fait un flat. Donc dans un mât baissier, alors je ne sais pas combien de temps on va rester en range, mais si vous prenez toute la tendance baissière depuis le début de la semaine, une impulsion, un range, une impulsion, un range, une impulsion pour faire un range. Là, c'était un petit biseau ascendant, là, c'est un triangle rectangle descendant. Bon, bah là, on n'a pas assez d'indications, on ne sait pas encore ce que ça va faire, mais j'ai l'impression qu'on va faire un flat. Alors, le marché d'échange maintenant. Et n'hésitez pas à laisser traîner... Ah oui, alors attendez, le Bund. Là aussi, il faut que je sois honnête. Hier, j'ai mentionné la possibilité d'une divergence baissière. La ligne baissière a été brisée par le haut. C'était donc un piège, je me suis trompé. Je pensais qu'on pouvait revenir à 164. Alors que pourtant, j'ai toujours ardemment défendu la tendance haussière de ce marché. Bon, hier, j'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu une div complètement invalidée. Et lorsqu'on invalide une div potentielle, on explose à la hausse. Le Bund redémarre comme en 14. Le rendement obligataire de l'Allemagne vaut 0,14, 0,15. Là, on tend vers 0. Il y a une probabilité forte à la fois du fait du retour de la version au risque et en plus de cela, dans la perspective de voir le 10 mars prochain la Banque Centrale Européenne renforcer son programme de quantitative easing. Objectif 167, c'est à la fois un haut de canal et c'est aussi une extension de Fibonacci. Il n'y a pas vraiment le choix sur le Bund. On est obligé de calculer des objectifs de cours théoriques parce que le marché est sur ses sommets historiques. Le Forex et l'euro-dollar qui revient chercher le bas de canal. Plus que jamais, je me tiens à l'écart de ce bas de canal. Alors, c'est un niveau technique. On en a largement parlé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. 1,0970, le bas de canal, la ligne de tendance. Et moi, je me suis exposé au indice 80, j'ai été invalidé, donc je n'y reviens pas. L'euro-dollar, même si il y a une grosse zone technique, ne m'intéresse pas au niveau actuel des cours. Le GBP USD, le GBP la devise la plus faible du FX,
GBP USD vente, JBP Yen vente, cassure des 1,40, c'était un bel objectif de cours, mais en fait les 1,40 ne sont qu'un chiffre rond sur le GBP USD. Plus marché baisse d'ailleurs, plus le pourcentage de traders particuliers à l'achat se renforce, qui alimente la baisse. Mais l'objectif d'analyse technique c'est 1,38, ça correspond à un seuil horizontal important de l'hiver 2009. USD Yen, échec sous la première résistance à 112,40. En H4, on a d'ailleurs ce chandelier aux implications baissières. Je pense que l'USD Yen va revenir cette semaine en direction des 111, 111,30. Derrière, l'objectif c'est toujours de revenir à 110. Donc ça reste baissier l'USD Yen. Rejet sous la première résistance à 112,40. Et on a donc en H4 on a un canal baissier qui est propre, voilà, qui guide la dynamique. Alors en fait les 111,30 c'est le cours de clôture de ce grand corps. C'est le cours d'ouverture aussi de ce grand corps de rebond. L'ouverture c'était 111,30, donc voilà. Je pense qu'on peut viser 111,30. L'euro GBP en fait est potentiellement en train de casser une résistance. En tout cas il a cassé son précédent cours de clôture à 0,7820. Essentiellement du fait de la faiblesse de la livre sterling. Alors on peut envisager que ce marché remonte à 0,80. En tout cas dans tous les cas. Désormais pour vos stratégies d'achat, le stop c'est sous le chandelier de cassure de la veille. Donc c'était 0,7775. Après on peut le serrer en utilisant le nouveau support à 0,7820. Alors là, l'euro GBP il teste un seuil important à 0,79. Il faut vraiment s'en affranchir pour rejoindre 0,80. GBP Yen continue de s'enfoncer, empile les chandeliers baissiers. 156 c'était une cible. Après, on peut viser 155. Mais sur le plan technique, les vrais niveaux techniques, c'est 153,60, 150 et 147. Ça, ce sont des cibles pour les prochaines semaines. 153,60, 150 et 147. Bon, bah là, hein, ça chute. Hein, donc, on peut tracer des lignes de tendance que vous pouvez vous optimiser en données horaires. Et voilà, le marché reste capé donc, par sa toute première ligne de tendance baissière. C'est propre, c'est linéaire, voilà dans quoi on est. Hein. On continue de glisser à l'intérieur de ce marché, de cette tendance baissière. Le dollar américain se renforce. Le dollar US qui n'a jamais cédé. D'ailleurs, le fait que les récentes publications macroéconomiques, notamment les chiffres de l'inflation, ont relancé les perspectives de voir la Réserve fédérale remonter ses taux, c'est un facteur de baisse pour les marchés actions. Le S&P 500, son point haut, il l'a fait le 16 décembre dernier. Alors, même si la Fed ne relève jamais ses taux, peu importe, ce qui compte, c'est la façon dont le marché se projette. Les récentes publications macro, et notamment l'inflation sous-jacente qui a été publiée vendredi dernier au mois de janvier aux États-Unis, qui a atteint 2,2%, alors qui est en train de dépasser largement les objectifs de la Fed, relance le dollar américain. Le dollar US, dollar index de FXECM, a tenu son bas de canal haussier. Je pense qu'à court terme, on va remonter en direction des 12 200. Cette remontée en direction des 12 200 est du fait, bien sûr, de la baisse du GBP USD et du fait de la baisse de l'euro-dollar et à nouveau du fait de la remontée de l'USD CAD. Alors, avec le pétrole qui est à nouveau sous pression, de plus en plus, je suis en train de me dire que l'USD CAD pourrait bientôt favorablement réagir en dépassant une résistance. Alors, en données weekly, j'ai donc cette ligne de tendance haussière qui soutient le marché. Ça commence à stabiliser, surtout on forme un solide support à 1,3640. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager au-dessus des 1,3640 ? À court terme, on est dans un petit triangle. Je vais retirer ce niveau intermédiaire des 1,38. Il ne m'intéresse plus pour simplifier la vision chartiste et tenir compte de ce qui est vraiment important. Le support des 1,3640, cette ligne de tendance haussière hebdomadaire et cette oblique de résistance qui délimite la partie haute d'un triangle. Que peut-on envisager comme objectif de cours technique à court terme pour le taux de change USD CAD? Je vous propose d'envisager une remontée à 1,3880, 1,39. Ensuite, derrière, c'est bien sûr le seuil décisif.
La seule façon de le déborder, c'est une chute du dollar canadien en lien direct avec le prix du pétrole. Alors pour les paires majeures, on va dire un mot de l'AUD-USD. L'AUD-USD, donc invalidation. Voilà. Invalidation de la stratégie proposée hier. Piège. Le marché n'a pas accéléré au-dessus de la ligne de tendance baissière. Il l'a cassé de manière marginale. Il la réintègre. Le dollar américain se renforce. D'ailleurs cet après-midi on suivra à nouveau des publications macroéconomiques aux États-Unis. Pourtant hier la confiance du consommateur était décevante, mais les chiffres dans l'immobilier résidentiel étaient bons. Et justement cet après-midi, hier vous aviez les chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien. Cet après-midi c'est dans le neuf. À 16 h, les ventes de logements neufs au mois de janvier aux États-Unis, juste avant les stocks de pétrole et juste après l'indice PMI des services au mois de février. En tout cas, l'immobilier, lorsque des statistiques sont publiées, a tendance à soutenir le dollar US. Donc voilà, et là le dollar australien se replie, pourquoi? Parce qu'elle est dans la catégorie des devises des matières premières, à nouveau sous pression. Donc là la UD-USD a quand même une bonne probabilité de se replier en direction des 0,7132. Il est vrai que dans toute cette phase, je considérais que j'y voyais en fait du chaos chartiste. Donc moi le chaos chartiste ça m'intéresse pas parce que c'est pas limpide. Et hier j'ai changé d'avis en pensant qu'on avait une vraie cassure. Eh bien je me suis trompé, invalidation de la stratégie, j'en sors et je reprends une opinion neutre. Le NZD-USD, là pour le coup j'ai pas changé d'avis, c'est le chaos total. Je ne sais pas du tout ce qu'il adviendra de ce range entre 0,6550 et 0,67. C'est pas directionnel. Alors, l'euro-dollar, je vais le chercher. On va le remettre. Où est-il mon euro-dollar? Il est là. Alors, y a-t-il un risque de casser le canal? C'est possible. Honnêtement, je reste à l'écart de ce que fait là à court terme le taux de change euro-dollar. Alors, bonjour à tous, bonjour Sarah, quel est votre avis sur le pétrole et l'once d'or? Alors je vais ouvrir ma disposition graphique sur les matières premières et on va regarder. Donc au passage, le temps que ça charge, je vous mets dans la section commentaires les statistiques à suivre cet après-midi, qui sont des publications macro US habituelles, mais qui vont avoir un impact sur le dollar US. Donc on les suivra ensemble, à partir de 15h15, ici même. Donc l'once d'or c'est marginal, mais en l'état, il a toujours tenu son support à 1190, étant une résolution haussière d'une structure en fanion, donc forcément pause latérale avant reprise de la tendance de fond qui est haussière depuis le début de l'année. Depuis la cassure des 1190, il y a des nouvelles perspectives, notamment remontées en direction des 1300 $. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'once d'or? C'est la force du dollar américain. Donc, bien sûr que la version au risque soutient le métal jaune. D'ailleurs, en données journalières, vous avez une structure en avalement haussier dans le fanion. Alors, comment est-ce qu'on calcule un objectif de cours depuis un avalement haussier? On prend les extensions de Fibo et vous projetez verticalement l'amplitude du chandelier qui a avalé le précédent, ce qui vous donne une target à 1250. On peut donc envisager sur le court terme et cette semaine une remontée de l'once d'or en direction des 1250 $. Il est simplement freiné dans son momentum par la remontée du dollar américain. Mais au final, la version au risque a le dessus. Donc les perspectives, elles sont haussières. Le pétrole, eh bien lui, c'est le contraire. Rejet sous des résistances importantes que je n'hésiterai pas à comparer aux 1950 points du S&P 500 qui ont agi à la baisse sur les cours. Le niveau technique que tous les traders, gérants et analystes regardaient aux États-Unis, parce que s'il avait été franchi, vous savez qu'il transformait le rebond en une tendance haussière de court terme, sauf qu'il n'a pas été franchi, il a au contraire rejeté les cours. Donc, l'US Oil a une bonne probabilité de retomber en direction des 30 $, voire des 29 $. Lucas Oil, c'est pas très volatile, mais pour le coup, il se maintient sous les 36 $, qui sont le plus bas de la crise financière de 2008, le plus bas de la dernière semaine du mois de décembre 2008, un niveau qui a été emporté le 6 janvier dernier. Donc on reste en dessous. Alors il n'y a pas de volatilité excessive sur le prix du pétrole, il ne faut pas exagérer.
Mais malgré tout, je pense que cela peut se réveiller cet après-midi avec la publication des stocks de pétrole. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la remontée continue des stocks de pétrole aux États-Unis, bien sûr que ça limite les perspectives de la consommation, ça fait partie des facteurs qui agissent à la baisse sur le prix du pétrole. Donc là, on s'intéresse aux perspectives de la consommation et non pas de l'offre. L'offre, on sait que le marché est déchu parce que les principaux tenants de l'offre ne se mettent pas d'accord sur un gel effectif de la production, donc encore moins des quotas de production qui révisera à la baisse le niveau général de l'offre. Cet après-midi, les anticipations pour les stocks de pétrole aux États-Unis sont celles d'un nouveau restockage supérieur à 3 millions de barils. Bon, en l'état, si le consensus n'est pas déchu, ça devrait alimenter la baisse du prix du pétrole donc d'ici la fin de semaine. La réponse à 16h30 heure de Paris, donc aux États-Unis. Voilà, donc alors je ferai les actions. Alors les actions, elles sont déjà disponibles sur MetaTrader 4 et prochainement sur la Trading Station, donc la MarketScope. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions, j'en vois pas davantage, donc vous avez été attentifs. Prochaine émission à 13h avec Sylvain, le 13h des traders. Moi je vous retrouve à 15h15 pour les statistiques américaines. On parlera des chiffres de l'immobilier, l'impact sur le dollar US, l'ouverture à Wall Street, parce que là forcément les futurs US reculent. Hein. En Europe, il y a un courant vendeur. Le SP500 est sous pression du fait de la vente par les traders asiatiques et européens des marchés à terme américains. Mais ce qui sera décisif, c'est la façon dont les traders états-uniens vont se positionner. Et autant vous dire donc que j'attends avec impatience l'ouverture de Wall Street pour voir si aux États-Unis, les traders confirment le positionnement vendeur que prennent là les Européens. Et si on bascule sous 1900 points, bien sûr qu'il y a une forte probabilité derrière qu'on revoie les plus bas du mois de février sur les marchés actions. Merci à tous, bon appétit et à tout à l'heure.